Aïda Diop entra dans l'agence de la Banque populaire de l'Est, BPE, sur l'avenue du Chêne, avec son assurance tranquille habituelle. Pourtant, aujourd'hui, elle sentait ce nœud familier qui se serrait dans son estomac. Avant de nous plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous suivez. Nous serions ravis de lire vos commentaires. À 43 ans, elle avait bâti Ecosphère Solutions à partir de rien, se forgeant une réputation non seulement de visionnaire dans les technologies durables, mais aussi de cliente d'honneur mise en avant dans les campagnes marketing de la banque. Alors qu'elle s'approchait du guichet, le grand écran numérique derrière elle diffusait en boucle des extraits de son discours au sommet de l'innovation du mois dernier, un événement sponsorisé par la BPE elle-même. La lumière captait les reflets argentés de ses cheveux, et la légende proclamait Aïda Diop, moteur de l'énergie propre de demain, rappelant à chaque personne présente, y compris au personnel, qu'elle était bien plus qu'une simple déposante. Elle fit glisser une enveloppe immaculée sur le comptoir en direction de la guichetière, s'efforçant de garder une voix posée. « Bonjour, j'aimerais déposer ce chèque, s'il vous plaît. Il est de 300 €. Mon toit a un besoin urgent de réparation après la tempête de la semaine dernière. » La guichetière, une jeune femme à la coiffure impeccable et aux ongles fraîchement manucurés nommée Clara Lemoine, baissa les yeux sur le chèque, puis les releva vers Aïda avec un scepticisme à peine voilé. « Avez-vous pris rendez-vous? Pour un dépôt de ce montant, une notification préalable est généralement requise, » dit-elle d'un ton glacial et protocolaire. Aïda présenta sa carte bancaire et sa pièce d'identité sans hésiter, mais la guichetière secoua la tête, son expression se durcissant. « Cela ne suffira pas, répliqua-t-il. Il me faudra 2 justificatifs de revenus et une lettre d'autorisation. Je ne peux rien traiter tant que nous ne sommes pas certains de la légitimité de ce chèque. » Le cœur d'Aïda se serra lorsqu'elle comprit que la guichetière ne la reconnaissait pas, ignorant son nom sur la liste interne des clients VIP. Le souvenir de la formation dispensée par Marc Blanchard, le directeur, lui revint en mémoire. Vérifiez tout, avait-il insisté. Mais Aïda s'était habituée à un certain niveau de courtoisie professionnelle ici. Lorsque le regard de Clara dériva une fois de plus vers l'écran, où le visage rayonnant d'Aïda apparaissait en haute définition, elle parut un instant décontenancée. Pourtant, au lieu de prendre le téléphone pour appeler un superviseur, Clara fronça simplement les sourcils et glissa le chèque dans la fente de la déchiqueteuse. Le vrombissement des lames fut assourdissant dans le silence feutré du hall, une finalité dans chaque coupure. Aïda allaita, tendant instinctivement la main, mais il était trop tard. Le chèque, son seul moyen de réparer son vieux toit, avait disparu. Pendant un instant, Aïda resta figée, abasourdie par l'audace pure de l'acte. Les clients dans la file échangèrent des regards gênés. Un homme coiffé d'une casquette en tweed gris secoua doucement la tête, tandis qu'une femme âgée déplaça sa poussette et détourna les yeux. Aïda se força à parler, sa voix calme mais ferme. « Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas détruire ça, c'est ma propriété. » La guichetière lui accorda à peine un regard. « S'il est valide, votre entreprise pourra en émettre un autre, » dit-elle avec dédain. « Nous suivons les protocoles. » Client suivant, pas d'excuses, pas une once de regret. Juste le léger cliquetis du bac de la déchiqueteuse se remettant en place, et la posture raide et inflexible de Clara. Une indignation cuisante envahit la poitrine d'Aïda. Elle n'était pas un visage anonyme, elle était l'entrepreneur qui avait contribué à attirer des millions d'investissements verts dans la ville. Et pourtant, ici, on la traitait comme une fraudeuse, simplement parce qu'elle ne correspondait pas aux préjugés étroits de la guichetière. En reculant, serrant son sac en cuir comme une bouée de sauvetage, l'air froid du hall semblait l'oppresser. Elle songea à exiger de voir un responsable, mais quelque chose dans l'arrogance sans faille de Clara la fit hésiter. Au lieu de cela, Aïda tourna les talons et se dirigea vers la rangée de chaises en vinyle,
chaque pas étant un témoignage silencieux de sa détermination. Elle ne pleurerait pas, ne partirait pas dans un accès de colère. Elle trouverait un moyen de tenir la banque pour responsable, de s'assurer que ni elle, ni aucune autre femme de couleur ne verrait sa dignité déchiquetée aussi négligemment que ce chèque. S'asseyant sur le siège le plus proche, Aïda prit une lente inspiration. L'écran continuait de diffuser des images de ses succès, cérémonies de remise de prix, inauguration, poignées de main avec des officiels souriants. Une toile de fond ironique pour l'humiliation qu'elle venait de subir. Elle balaya le hall du regard, notant la posture mal à l'aise des autres clients, la moquette verte et stérile, les brochures promotionnelles vantant le respect du client et une finance éthique. Des mots sur du papier et des pixels sur un écran qui ne signifiaient un rien si les propres employés de la banque refusaient de les incarner. Aïda ferma les yeux un instant, laissant la réalité du moment s'installer. Sa prochaine action devrait être stratégique, mesurée et inébranlable. Elle transformerait cet affront en un catalyseur de changement, car le respect n'était pas un privilège réservé à quelques-uns, et personne, pas même une guichetière de banque, ne pouvait déchiqueter cette vérité. Aïda resta assise, les mains sagement croisées sur ses genoux. La tension dans sa poitrine ne s'apaisa pas, au contraire. Elle se durcit comme du béton. Elle fixait le bourdonnement feutré de l'agence jusqu'à ce que le grand écran numérique au-dessus d'elle attire à nouveau son attention. L'écran, qui quelques instants auparavant diffusait des publicités génériques, changea brusquement. Des graphismes bleus métalliques apparurent, puis elle était là, Aïda Diop, au centre de la scène du sommet de l'avenir vert, vêtue d'un tailleur émeraude, désignant un prototype de panneau solaire derrière elle. La légende en lettres blanches impeccables disait « Aïda Diop, cliente d'honneur et partenaire stratégique de la BPE ». Un murmure parcourut les quelques clients qui attendaient encore. L'homme à la casquette en tweed gris se haussa sur la pointe des pieds, tendant le cou. Une femme avec un nourrisson détacha son regard de son téléphone pour le fixer sur l'écran. Même Clara Lemoine, qui était retournée à son poste après avoir détruit le chèque d'Aïda, se figea au milieu d'une frappe, son expression passant d'une indifférence suffisante à une reconnaissance soudaine et incrédule. Aïda inspira et expira lentement. L'ironie ne lui échappait pas, ni à personne d'autre. La même institution qui venait de réduire son chèque de 300 € en confetti applaudissait maintenant son visage en haute définition. Les lumières du hall se reflétaient sur la surface de l'écran, attirant tous les regards sur cette contradiction flagrante. La posture de Clara se raidit. Elle jeta un coup d'œil au moniteur, puis à la porte du bureau de son directeur, pour constater qu'elle était toujours fermée. Quelques instants plus tard, cette porte s'ouvrit brusquement. Marc Blanchard en sortit, son blazer bleu marine impeccable, mais sa cravate légèrement de travers. Il s'arrêta sur le seuil, comme s'il espérait que l'affichage n'était qu'un bug qu'il pourrait ignorer. Quand il vit la silhouette posée d'Aïda se découper sur le fond de marque de la banque, il agit. Il traversa le hall, sonnant presque des bordereaux de dépôt dans sa main. « Madame Diop », dit-il d'une voix pressée mais feutrée, « pourrions-nous parler dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Aïda attendit qu'il lui ait fait signe de le suivre. Elle se leva, le dos droit, et passa devant les guichets, devant le poste vide de Clara, jusqu'au bureau vitré qui portait sa plaque nominative. À l'intérieur, elle ne s'assit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fixa Marc d'un regard soutenu. « J'ai demandé à voir un responsable lorsque mon chèque a été détruit, » commença-t-elle, « mais personne n'est venu. Maintenant que mon nom et mon visage apparaissent sur vos supports marketing, vous avez la courtoisie de me remarquer. » Marc déglutit. Il hocha la tête, concédant le point avant même qu'elle ait fini. « Vous avez raison, » admit-il en fermant la porte du bureau. « Je m'excuse, cela n'aurait jamais dû arriver. » Il l'invita à s'asseoir, les mains flottant comme s'il s'attendait à ce qu'elle accepte. Au lieu de cela,
Aïda resta debout, les bras croisés. Le seul son était le brouhaha étouffé du hall et le léger sifflement de la ventilation. Voyant sa réticence, Marc s'éclaircit la gorge. « Vous avez vu l'affichage? C'est notre nouveau programme de mise en avant des clients. Différents départements le coordonnent et je... » Sa voix vacilla. « Je n'ai pas été informé que vous seriez à l'honneur aujourd'hui. Si je l'avais su, je serais intervenu immédiatement. » Aïda laissa ses excuses en suspens. Elle se souvenait de chaque milliseconde du rejet brutal de Clara et du bruit assourdissant des lames de la déchiqueteuse. « Marc, dit-elle d'un ton égal, l'écran ne vous a pas seulement rappelé qui je suis, il l'a rappelé à tout le monde. La question est pourquoi votre personnel n'a-t-il pas réussi à me reconnaître en personne? Ou pire, pourquoi a-t-il présumé que j'étais une fraudeuse jusqu'à ce que l'écran lui dise le contraire? » Marc baissa les yeux sur ses mains jointes. « Nos protocoles exigent une vérification. Clara est nouvelle, elle n'est là que depuis 5 mois. Elle a suivi ce qu'on lui a appris. » Il jeta un coup d'œil à la porte fermée, comme si elle pouvait laisser filtrer des oreilles indiscrètes. Mais oui, il y a eu une erreur de jugement. Aïda tendit la main, tapotant le siège à côté de lui. Son ton s'adoucit légèrement mais resta résolu. « Je ne suis pas ici pour des excuses supplémentaires ou pour récupérer mon argent. Mon entreprise peut réémettre le chèque le moment venu. Je suis ici parce que cette banque célèbre publiquement un partenaire d'un côté et humilie en privé ce même partenaire de l'autre. Cette incohérence doit cesser. » Marc hocha de nouveau la tête, cette fois avec plus de conviction. Il se pencha en arrière, rencontrant son regard. « Je comprends. Je superviserai personnellement un examen complet de la formation de notre personnel et de nos procédures de vérification client. Je veillerai à ce que chaque guichetier et responsable soit informé de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Il marqua une pause. « Et je m'assurerai que Clara Lemoine comprenne la gravité de ses actes. » Aïda s'autorisa une petite expiration contrôlée. Le bureau semblait étouffant maintenant, mais la clarté dans l'aveu de Marc lui donnait une lueur d'espoir. « Très bien, dit-elle, mais que vos actions parlent plus fort que vos mots. » Elle se tourna vers la porte, sa silhouette une étude de force tranquille. Alors que la porte du bureau se refermait derrière elle, laissant Marc Blanchard contempler la rapidité avec laquelle leur image soignée s'était effondrée et l'urgence avec laquelle il devait la reconstruire. Aïda sortit d'un pas rapide du bureau vitré, sa posture toujours intacte malgré le tumulte de l'après-midi. En passant devant le poste vide de Clara, rappel brutal de la facilité avec laquelle le respect pouvait être déchiqueté, elle sortit son téléphone. Le bandeau jaune du soleil de fin mars filtrait à travers les fenêtres du hall, illuminant les grains de poussière qui dansaient autour de l'affichage numérique de son propre visage. Elle appuya sur l'icône d'un réseau social et commença à taper, ses doigts fermes malgré les battements de son cœur. « On m'a refusé », écrivit-elle, et mon chèque de 15 de 300 € a été détruit par une guichetière qui n'a pas reconnu le visage que la banque elle-même promeut comme cliente d'honneur et partenaire stratégique. Elle ajouta une brève légende sur sa demande de changement de procédure avec les hashtags « banque avec dignité » et « finance éthique », puis publia simultanément sur LinkedIn, Facebook et X. En quelques instants, une vague de notifications commença à vibrer. Une collègue d'Ecosphère Solutions commenta presque immédiatement « Aïda, c'est scandaleux, tu mérites mieux ». Son ancien mentor en finance durable envoya un message privé. « Fais-moi savoir si tu as besoin de soutien. Heureux de partager ton histoire. » Mais il n'y avait pas que les alliés qui réagissaient. Moins de 20 minutes plus tard, sa publication avait déjà recueilli des centaines de réactions et des dizaines de partages. Sous le texte initial, les gens commençaient à raconter leurs propres expériences.
J'ai dû montrer des factures d'électricité pour un dépôt de 350 €, écrivit un utilisateur. Un autre partagea. On a demandé à mon père âgé de venir avec un co-signataire pour un simple compte d'épargne. Le fil de discussion s'allongeait, alimenté par des histoires de discrimination quotidienne qui allaient bien au-delà de cette seule agence bancaire. Aïda fit défiler les commentaires, les yeux écarquillés devant le poids collectif de tout cela. Ce n'étaient pas des échecs politiques abstraits, c'étaient des indignités humaines. Assez, pensa-t-elle. Elle ajouta un bref suivi. Quand les institutions nous célèbrent sur des écrans géants mais nous méprisent au guichet, elles révèlent où se trouve leur vraie valeur. Il est temps d'obtenir un vrai respect du client, pas des slogans vides. Pendant ce temps, au siège de la BPE, l'équipe de marketing numérique était en panique. Le hashtag #banque avec dignité était déjà en tendance dans les cercles financiers régionaux. Des groupes militants locaux comme la section de Bois-Joli de la NAACP et Femmes en Finance avaient retweeté la publication d'Aïda, ajoutant leurs propres appels pour que la banque mette en œuvre une formation sérieuse contre les préjugés et des programmes d'inclusion financière. Un blogueur influent de la scène fintech de la ville écrivit un éditorial. L'expérience d'Aïda souligne le fossé entre les campagnes marketing des clients d'honneur et le service client réel de la banque. En fin d'après-midi, le téléphone d'Aïda sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait Bois-Joli Canal 5. Elle répondit calmement. Une voix chaleureuse et mesurée se présenta comme étant Sophie Dubois, une journaliste qui souhaitait couvrir l'histoire pour le journal du soir. « Madame Diop, nous avons vu votre publication. Accepteriez-vous une brève interview ?» demanda Sophie. Aïda jeta un dernier regard au hall de la banque avant de répondre « Oui, je veux que cela porte sur les problèmes systémiques, pas seulement sur moi. » Ce soir-là, le salon d'Aïda fut inondé de messages de félicitations de dirigeants locaux, de conseillers municipaux, de directeurs d'associations et même d'un député régional. Sa fille, rentrée de l'université, passa un bras autour de ses épaules. « Tu as fait ce qu'il fallait, maman ?» dit-elle, les yeux brillants. Aïda la serra dans ses bras, sentant le soutien de la communauté derrière elle. Pourtant, sous cette chaleur se cachait une détermination d'acier. La bataille ne faisait que commencer. Alors que la nuit tombait, Aïda passa en revue son emploi du temps. Demain, l'interview sur Canal 5. Plus tard dans la semaine, une réunion avec la NAACP de Bois-Joli. Le mois prochain, une table ronde avec des directeurs de banques régionales qui demandaient déjà une invitation. Elle pensa à Clara Lemoine, à chaque guichetier qui pourrait mal juger la valeur d'un déposant, et sentit une détermination bouillonnante. C'était plus qu'un grief personnel, c'était une prise de conscience pour toute une industrie. Les lumières de l'agence bancaire de l'autre côté de la rue étaient encore allumées, mais quelque chose avait changé de manière irrévocable. Le vernis poli de la BPE de Bois-Joli se fissurait, et le monde regardait. Le lendemain matin, le compte officiel de la BPE avait publié sa première déclaration publique. Nous regrettons le malentendu survenu dans notre agence de Bois-Joli, et nous nous excusons pour tout inconvénient causé à Madame Diop. Nous révisons nos protocoles de service client pour garantir que cela ne se reproduise plus. C'était poli mais laconique, éludant la vraie question, la destruction délibérée par Clara Lemoine d'un chèque valide et le préjugé sous-jacent qui l'avait permise. Aïda lut le communiqué en buvant son café, notant que la déclaration ne mentionnait jamais la discrimination ni ne reconnaissait qu'une femme noire éminente avait été traitée comme une criminelle dans sa propre banque. Ces demi-excuses ne firent qu'attiser le feu. En quelques heures, les leaders communautaires et les groupes militants déclenchèrent une nouvelle vague de critiques. La section de la NAACP de Bois-Joli publia une lettre ouverte exigeant non seulement une véritable reconnaissance des torts, mais aussi des mesures concrètes, formation obligatoire sur les préjugés pour tous les guichetiers,
audit régulier du traitement des clients et un mécanisme permettant à tout déposant de signaler une discrimination présumée sans crainte de représailles. Face à la pression croissante, la banque publia une deuxième communication plus détaillée en milieu d'après-midi. Cette fois, ils nommèrent Clara Lemoine, précisant qu'elle avait été suspendue à titre conservatoire en attendant une enquête plus approfondie et confirmèrent que le directeur de l'agence, Marc Blanchard, serait inscrit à un programme intensif de sensibilisation aux préjugés et de services inclusifs. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'agence, des clients de longue date commençaient discrètement à fermer leurs comptes. Une enseignante à la retraite nommée Rosa Martinez publia sur le forum de son quartier « S'ils peuvent traiter Madame Diop de cette façon, quel espoir nous reste-t-il » Sur les réseaux sociaux, ces anecdotes s'accumulaient comme des preuves dans un procès. Le Tribune de Bois-Joli publia un article en première page intitulé « De l'honneur à l'oubli, le préjugé bancaire qui persiste ». Alors que la journée de travail touchait à sa fin, une note de service interne destinée à la haute direction fit surface en ligne, révélant que certains cadres craignaient que l'incident ne nuise non seulement à l'agence de Bois-Joli, mais aussi à l'expansion plus large de la banque auprès des entreprises détenues par des minorités et des femmes. Une ligne ressortait crûment. L'image est désastreuse. Il nous faut une solution rapide. Cette fuite galvanisa une indignation encore plus grande. Il était clair que l'histoire était passée d'un affront personnel à une prise de conscience générale. Aïda ferma son ordinateur portable et sortit sur son balcon. Quelque part en bas, les lumières de l'agence de Bois-Joli brillaient encore. Mais pour beaucoup dans la communauté, la lumière avait déjà été allumée. Et le chemin à parcourir exigerait plus qu'un simple changement dans les manuels de formation. Il exigerait un changement de perspective, un changement qui reconnaîtrait la dignité de chaque déposant, pas seulement de ceux dont le visage est affiché sur un écran. Aïda n'avait pas besoin d'une autre excuse sans visage, ni d'un email rassurant. Elle voulait un changement réel, mesurable et durable. Lorsque le directeur régional de la BPE lui offrit un dédommagement personnel, service prioritaire, frais annulés, une lettre d'excuse signée par le PDG Aïda refusa. Au lieu de cela, elle proposa quelque chose de plus vaste, la création du fonds Vieuneland des femmes de couleur, dédié à doter les femmes noires et de couleur des connaissances, des ressources et de la confiance nécessaires pour naviguer dans le système financier sans crainte ni condescendance. En quelques jours, Aïda s'associa avec Femmes en Finance et le YWCA local pour officialiser le fonds. La mission était simple et directe, organiser des ateliers mensuels sur les compétences bancaires essentielles et fournir un mentorat individuel aux femmes qui lançaient de petites entreprises. Le premier événement attira plus de participants que prévu. Des dizaines de femmes de couleur remplirent les sièges. Aïda se tenait à l'avant, non pas comme une PDG célébrée sur un écran, mais comme quelqu'un qui comprenait leur lutte. La nouvelle du fonds se répandit rapidement. La BPE, observant depuis son siège, comprit que le refus d'Aïda d'une compensation personnelle l'avait positionnée non pas comme une adversaire, mais comme un agent de changement. La banque l'invita à rejoindre un nouveau conseil consultatif pour l'équité client. Pendant ce temps, la suspension de Clara Lemoine se transforma en un licenciement définitif. Marc Blanchard fut discrètement muté. Au cours du trimestre suivant, le fonds organisa des ateliers dans 5 villes supplémentaires. Les rapports trimestriels de la banque montraient une augmentation de la satisfaction des clientes de couleur et une forte baisse des plaintes pour discrimination. Tard un soir de printemps, alors qu'Aïda fermait son ordinateur portable, elle s'arrêta pour réfléchir. Ce qui avait commencé par un seul acte de négligence et une lame de déchiqueteuse injustifiée s'était transformé en un mouvement. Non pas parce qu'elle avait exigé d'être entendue, mais parce qu'elle avait refusé de rester silencieuse.
Les agences où son visage brillait autrefois sur des écrans polis affichaient maintenant des panneaux d'affichage remplis de notes de remerciements des participantes aux ateliers. Le logo de la banque était accroché à côté de l'emblème du fonds, une poignée de mains stylisées entre des mains diverses, symbolisant un partenariat fondé sur le respect mutuel. À l'approche de l'aube, Aïda rédigea la diapositive de clôture de son discours pour une conférence bancaire. Une phrase simple qui capturait l'essence de son parcours et son espoir pour l'avenir. Le respect transcende les origines. Quand une voix s'élève pour la dignité, elle éclaire le chemin pour tous. Elle enregistra le fichier, satisfaite que cette histoire, celle d'un chèque brisé et d'un silence brisé, ait été réécrite en une histoire d'émancipation, d'équité et de respect durable. Aimez et abonnez-vous pour partager ces histoires inspirantes et activez les notifications pour commencer chaque journée avec des leçons de vie et de compassion